Yippee! Tout le monde connaît cette réplique. Tout le monde connaît ce sourire en coin, un peu narquois, couvert de suie et de sang. Pendant 30 ans, Bruce Willis a été l'homme qui ne pouvait pas perdre. Il était l'incarnation de l'Amérique triomphante, le flic ordinaire coincé dans des situations extraordinaires, le héros de la classe ouvrière qui sauvait le monde en Marcel Salle. Il était invincible. Mais aujourd'hui, le héros est silencieux. À l'aube de ses 70 ans, Bruce Willis ne parle plus. Il ne peut plus lire les scénarios qui ont fait sa gloire. Il ne peut plus écrire. Il reconnaît à peine les visages de ceux qu'il a aimés toute sa vie. La démence a gagné. C'est une fin tragique, une maladie cruelle qui vole à une personne son identité même, morceau par morceau. Pourtant, si vous croyez que cette histoire commence dans un cabinet médical en 2022 avec l'annonce de son aphasie, vous vous trompez lourdement. La véritable chute de Bruce Willis, celle qui a transformé la star la mieux payée de l'histoire en une ombre exploitée par des producteurs peu scrupuleux, n'a pas commencé avec une maladie. Elle a commencé bien avant, avec les rouages impitoyables d'une machine appelée Hollywood. Comment l'homme qui a joué dans Pulp Fiction et Le Sixième Sens a-t-il fini par tourner plus de 20 navets en 2 ans, l'air hagard, une oreillette vissée au tympan? Était-ce de la cupidité? De la déchéance? Ou était-ce le dernier acte désespéré d'un homme qui sentait son esprit lui échapper et qui essayait de mettre sa famille à l'abri avant que la lumière ne s'éteigne? Bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous allons rouvrir le dossier. Nous allons aller au-delà des titres de presse à scandale. Voici l'histoire complète, brutale et déchirante de la façon dont le système a broyé John McClane. Pour comprendre la tragédie de la fin, il faut d'abord mesurer la hauteur du sommet. Il faut se souvenir de qui était Bruce Willis avant la chute. Nous sommes à la fin des années 80. À cette époque, les héros d'action ressemblent à des statues grecques. Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone sont des montagnes de muscles invincibles. Et puis arrive Bruce. Il n'est pas bodybuildé. Il perd déjà ses cheveux. Il a l'air d'un type qu'on croiserait dans un bar du New Jersey. C'est ce qui fait sa force. Avec la série Clair de Lune d'abord, puis avec Die Hard en 1988, il invente un nouveau type de héros, le héros vulnérable. Celui qui saigne, qui a peur, qui pleure, mais qui se relève toujours. Le succès est foudroyant. En 1991, Bruce Willis est intouchable. Il est au sommet du monde. Le film 58 minutes pour vivre, la suite de Die Hard, vient de générer 240 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque. Il devient l'acteur le mieux payé de la planète. Les studios se battent littéralement pour lui offrir des chèques de 15 à 20 millions de dollars par film. Il a épousé Demi Moore, formant avec elle le couple le plus puissant d'Hollywood. Il est le roi. Et comme tous les rois qui règnent sans partage, il commence à croire qu'il est plus grand que le royaume. Il commence à croire qu'il peut tout faire. C'est ici, en 1991, que la première fissure apparaît. Bruce a un rêve. Il en a assez d'être le flic qui tire sur des terroristes. Il veut être un artiste complet, un auteur. Il a en tête un projet qui lui tient à cœur depuis ses années de barman à New York, une idée développée avec son ami musicien Robert Kraft, l'histoire d'un cambrioleur gentleman qui chante des standards de jazz pendant qu'il commet ses crimes. Ce projet, c'est Hudson Hawk. Mais le problème, c'est que Bruce ne veut pas seulement jouer dans Hudson Hawk. Il veut le contrôler. Il veut prouver à l'industrie qu'il est le maître à bord. Il coécrit l'histoire. Il impose son propre réalisateur, Michael Lehman, qui n'a pas l'expérience des gros budgets. Il fait réécrire le scénario par ses amis. Et une fois le tournage commencé en Europe, il prend littéralement le pouvoir. Les témoignages de l'époque décrivent un plateau en plein chaos. Bruce Willis ne se contente pas d'agir, il dirige. Il change les dialogues à la dernière minute, improvisant des scènes entières qui n'ont aucun sens. Il donne des ordres aux autres acteurs. Le budget explose, passant de 40 à 70 millions de dollars, une somme astronomique pour une comédie d'action à l'époque. Le producteur légendaire Joel Silver, l'homme qui a produit L'Arme fatale et Die Hard, est présent sur le plateau. C'est un homme puissant, habitué à gérer des égos, mais là, il est furieux. Il est impuissant. Il voit sa star, sa création, lui échapper totalement. Il voit Bruce franchir la ligne rouge sacrée d'Hollywood, celle qui sépare l'acteur du créateur. Le résultat est un désastre nucléaire. À sa sortie en mai 1991, Hudson Hawk est massacré. Le magazine Rolling Stone qualifie le film d'« indiciblement horrible ». Le Washington Post parle d'un désastre de 70 millions de dollars.
Le public ne comprend pas ce mélange de comédie musicale, de cartoon et d'action. Le film perd l'équivalent de 90 millions de dollars actuels. Mais à Hollywood, on peut pardonner un échec financier. Tout le monde a des flops. Ce qu'on ne pardonne pas, c'est l'arrogance. Bruce a défié la hiérarchie. Il a voulu prouver qu'il n'avait besoin de personne, qu'il était plus intelligent que les producteurs. Et l'industrie a décidé, à ce moment précis, de lui donner une leçon. Dans les mois qui suivent, une campagne silencieuse se met en place. C'est ce qu'on appelle un soft blacklisting. Le téléphone ne s'arrête pas de sonner du jour au lendemain, mais la qualité des appels change. Les grands réalisateurs s'éloignent. Une étiquette commence à coller à la peau de Willis. On dit de lui qu'il est difficile, ingérable, toxique. La preuve ultime de cette mise au ban arrive en 1993. La pré-production de Die Hard 3 est lancée. C'est sa franchise. C'est son rôle. Et pourtant, incroyable mais vrai, Bruce Willis n'est pas invité à la table des négociations. Les producteurs, rancuniers après le fiasco Hudson Hawk, engagent une nouvelle équipe et essaient littéralement d'écrire la suite de Die Hard, sans John M. Seclan. Ils envisagent de transformer la franchise en une série de films d'action génériques. C'est un message mafieux envoyé à tout le système. Tu as voulu jouer au patron? Regarde-nous te remplacer. Bruce traverse alors une période trouble. Il enchaîne les échecs, le bûcher des vanités, la mort vous va si bien, piège en eau trouble. Sa valeur marchande s'effondre. Il n'est plus la garantie d'un succès au box-office. C'est alors qu'il prend une décision qui va changer sa carrière, et peut-être l'histoire du cinéma. En 1994, il reçoit le scénario d'un jeune réalisateur excentrique nommé Quentin Tarantino. Le film s'appelle Pulp Fiction. Le rôle n'est pas le premier rôle. Le budget est minuscule. Pour jouer Butch, le boxeur qui refuse de se coucher, Bruce doit accepter une baisse de salaire drastique. Il passe de 15 millions de dollars à 800 000 dollars par semaine. Mais il accepte. Il comprend qu'il doit se racheter une crédibilité artistique. Et le pari est gagnant. Pulp Fiction est un triomphe critique et commercial, Palme d'Or à Cannes. Bruce Willis prouve qu'il est un grand acteur. Il revient dans la course. Il pense être sorti d'affaires. Il a tort. La machine hollywoodienne a la mémoire longue, très longue. Le piège qui va sceller son destin pour la décennie suivante ne s'est pas encore refermé. Il se déclenche en 1997. Bruce se lance dans la production d'un film pour Disney intitulé Broadway Brawley. C'est une comédie romantique sur le hockey, un projet qui lui tient à cœur. Et, n'ayant visiblement pas appris la leçon de Hudson Hawk 6 ans plus tôt, Bruce recommence ses caprices. Après 3 semaines de tournage, insatisfait du travail de l'équipe, il entre dans une rage froide. Il commence à virer des gens. Il licencie la réalisatrice Lee Grant, le directeur de la photographie, et même ses propres partenaires de production. Cette fois, le studio ne plie pas. Disney dit stop. Les exécutifs de Disney, furieux de voir leur argent gaspillé par les sautes d'humeur d'une star, prennent une décision radicale. Ils annulent le film purement et simplement. C'est une perte sèche de 17 millions de dollars. Et Disney ne plaisante pas avec son argent. Leurs avocats préparent une attaque nucléaire, ils menacent Willis d'un procès pour rupture de contrat abusif. Ils veulent saisir ses biens, ses futurs cachets. Ils peuvent le ruiner. Bruce est coincé. Le dos au mur, il doit négocier. C'est là que se joue l'un des accords les plus secrets et les plus fascinants de l'histoire d'Hollywood. Pour éviter le procès, Bruce Willis accepte une forme d'esclavage contractuel moderne. Il s'engage à jouer dans 3 futurs films pour Disney, à un tarif drastiquement réduit, bien en dessous de sa valeur marchande, pour rembourser la perte de Broadway Brawley. C'est pour cette raison précise qu'il a joué dans Armageddon de Michael Bay. Il a touché environ 3 millions de dollars, alors qu'une star de son calibre en valait 20 pour un tel blockbuster. C'est pour cette raison qu'il a accepté de jouer dans un petit film d'horreur psychologique d'un inconnu nommé Monsieur Night Shyamalan, Sixième Sens. L'ironie du sort est cruelle et magnifique. Ces films, faits sous la contrainte, le pistolet sur la tempe pour éponger une dette, vont devenir les plus grands succès de sa carrière. Sixième Sens rapporte près de 700 millions de dollars. Bruce est de nouveau au sommet. Mais quelque chose s'est brisé. Il a compris qu'il n'était qu'un pion. Qu'il était une marchandise. Les années 2000 et 2010 passent. Bruce continue de tourner, mais la passion semble s'être éteinte. On le voit dans des suites de Die Hard de plus en plus médiocres. On le voit dans des comédies policières oubliables. Sur les plateaux, les rumeurs recommencent à circuler.
On dit qu'il s'ennuie, qu'il est paresseux. En 2010, le réalisateur Kevin Smith le dirige dans Top Co. Après le tournage, Kevin Smith déclare publiquement que travailler avec Willis a été soul-crushing, briseur d'âme. Il le décrit comme distant, désintéressé, refusant de suivre les directives. À l'époque, tout le monde pense que c'est juste le comportement d'une diva vieillissante. Personne ne se doute que les premiers signes du déclin sont peut-être déjà là. Faisons maintenant un bond dans le temps, jusqu'à la période la plus sombre et la plus controversée de cette histoire. Nous sommes en 2015. Bruce a 60 ans. C'est là qu'entre en scène une nouvelle race de prédateurs à Hollywood, les producteurs de ce qu'on appelle vulgairement les geyser teasers, ou attrape-vieux. Le modèle économique est simple, cynique et extrêmement rentable. Le marché du DVD et de la VOD, vidéo à la demande, a besoin de têtes d'affiche pour vendre des films d'action bas de gamme à l'international. La recette est la suivante. Vous prenez une vieille gloire du cinéma d'action, Willis, Steven Seagal ou Nicolas Cage. Vous le payez 1 ou 2 millions de dollars cash. En échange, l'acteur ne vient sur le plateau que 2 jours maximum. Vous mettez sa tête en immense sur l'affiche. Vous vendez le film comme le nouveau Bruce Willis, alors que l'acteur n'apparaît en réalité que 7 à 10 minutes à l'écran, souvent assis derrière un bureau ou filmé de dos par une doublure. Un homme en particulier a industrialisé ce processus avec Bruce Willis, le producteur Randall Hammett, cofondateur de Hammett Furla Oasis et Faux Film. Avec sa société, il a transformé la fin de carrière de Bruce Willis en une véritable usine à navets. La cadence est infernale. Rien qu'en 2021, Bruce apparaît dans 8 films de ce genre. Des titres comme Cosmic Sin, Out of Death, Apex, Fortress. Des films tournés à la chaîne dans des entrepôts désaffectés, souvent en Géorgie ou à Porto Rico pour des raisons fiscales. Mais pour ceux qui étaient sur ces plateaux, techniciens, maquilleurs, jeunes réalisateurs, quelque chose ne tournait pas rond. L'ambiance n'était plus celle d'un acteur arrogant qui s'ennuie. C'était celle de la confusion, de la détresse. Les conditions imposées par l'entourage de Bruce, ses agents de la puissante agence CAA et ses assistants, étaient de plus en plus bizarres, presque alarmantes. Les contrats stipulaient qu'il ne devait jamais travailler plus de 4 heures par jour, souvent réduites à 2 heures après le déjeuner car il fatiguait trop vite. Il ne devait jamais avoir de monologue complexe. Il ne devait pas courir. Et surtout, un détail glaçant, il portait une oreillette en permanence. On la maquillait, on la cachait, mais elle était là. Pourquoi une oreillette? Officiellement, l'équipe de Bruce disait que c'était pour aider le rythme, ou parce qu'il était un peu dur d'oreille suite aux explosions sur les tournages de Die Hard. Mais la vérité, que tout le monde sur le plateau découvrait avec horreur, était bien plus sombre. On lui soufflait ses répliques. Mot après mot. Une assistante, Adam Uel Potter, était payée pour lire le script dans son oreille, et Bruce répétait mécaniquement, souvent sans mettre l'intonation, sans comprendre le contexte de la scène. Sur le tournage du film Out of Death en 2020, le scénariste reçoit un mémo urgent de la production. La consigne est claire, réduisez le dialogue de Bruce. Il ne peut pas le dire. Faites-le juste réagir. Supprimez cette page. Il n'y arrive pas. Le réalisateur Mike Burns doit tourner toutes les scènes de Willis, censées représenter 25 pages de scénario, en une seule journée. C'est une course contre la montre pour capturer quelques secondes utilisables d'un homme qui semble perdu. Un autre réalisateur, Jesse V. Johnson, qui a travaillé avec lui sur White Elephant, a confié plus tard une anecdote qui brise le cœur. Lors d'un déjeuner sur le plateau, Bruce Willis, l'air absent, se tourne vers son équipe et demande « Je sais pourquoi vous êtes là, et je sais pourquoi vous êtes là, mais moi, pourquoi je suis là ?» Ce n'était pas une blague. Il ne savait plus qu'il tournait un film. Il ne savait plus qu'il était acteur. Pourtant, malgré ces signes évidents de déclin cognitif, malgré le danger potentiel, il y a eu des rapports d'incidents avec des armes à feu factices sur le plateau de Hard Kill, où Bruce aurait tiré au mauvais moment, ne comprenant pas les instructions de sécurité, la machine a continué. Pourquoi? La réponse est simple, l'argent. Pour les producteurs comme Randall Hammett, Bruce était une vache à lait. Tant qu'il pouvait se tenir debout et articuler 3 mots, il valait des millions en pré-vente à l'international. Pour l'entourage de Bruce, ses agents, ses avocats, ses gestionnaires, ils touchaient tous un pourcentage sur ces millions. Arrêter Bruce, c'était arrêter le robinet. Était-ce de la maltraitance? C'est la question qui hante Hollywood aujourd'hui. Certains disent que Bruce voulait travailler pour accumuler le maximum d'argent pour sa femme Emma et ses 5 filles avant de ne plus pouvoir le faire.
que c'était son choix conscient au début, avant que la maladie ne prenne totalement le dessus. D'autres y voient de l'exploitation pure et simple d'une personne vulnérable. En 2022, la situation devient intenable. Le monde extérieur, ignorant de la maladie, se moque de Bruce Willis. Les critiques YouTube s'acharnent sur ses films direct ou vidéo. On l'accuse d'être une arnaque. La honte atteint son paroxysme lorsque la célèbre cérémonie parodique des Razzie Awards, qui récompense le pire du cinéma, crée une catégorie spéciale rien que pour lui, pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021. C'est cruel. C'est public. C'est la risée générale. Mais le 30 mars 2022, le rire s'arrête net. Le silence se fait. La famille Willis, sa femme Emma, son ex-femme Demi Moore et ses 5 filles publient un communiqué commun sur les réseaux sociaux. L'annonce est un choc, Bruce met fin à sa carrière. Il souffre d'aphasie. Cette maladie, causée par des lésions cérébrales, affecte les capacités cognitives, empêchant le patient de comprendre ou de produire le langage correctement. Soudain, tout s'éclaire. Les 20 films en 2 ans. Les oreillettes. Les regards vides. Les scripts simplifiés à l'extrême. Ce n'était pas de la paresse. Ce n'était pas du je m'en foutisme. C'était un homme qui perdait son esprit en direct, sous nos yeux, et que l'industrie continuait de traîner devant la caméra pour presser les derniers dollars de son nom tant qu'il tenait encore debout. Les Razzie retirent leur prix et s'excusent honteusement. Mais le mal est fait. La vérité éclate. Nous avons tous été complices, en regardant ces films, en nous moquant de lui, de l'agonie publique d'une légende. Et les nouvelles ne s'améliorent pas. En février 2023, le diagnostic s'affine et devient encore plus terrible. Ce n'est pas juste de l'aphasie. C'est une démence frontotemporale, DFT. Contrairement à la maladie d'Alzheimer qui touche d'abord la mémoire, la DFT est une maladie dégénérative qui attaque les lobes frontaux et temporaux du cerveau. Ce sont les zones qui gèrent la personnalité, le comportement, le jugement et le langage. Il n'y a aucun traitement. Aucun remède. L'espérance de vie après le diagnostic varie, mais elle est courte. Le Bruce Willis que nous connaissions s'efface. Depuis cette annonce, un mur de protection s'est érigé autour de lui. Sa famille, recomposée et unie comme jamais, fait bloc. Demi Moore et Emma Heming Willis, souvent présentées comme rivales par la presse People, sont devenues des sœurs d'armes pour protéger la dignité de Bruce. Les rares apparitions récentes de l'acteur nous brisent le cœur, mais sont aussi remplies d'une étrange tendresse. Dans une vidéo publiée en 2024, on le voit tenter de remercier des pompiers venus combattre un incendie près de sa propriété en Californie. Il veut parler. On voit l'effort physique sur son visage, la volonté intense de communiquer, de trouver le mot merci, de faire une blague. Mais rien ne sort, ou seulement des sons confus. Le roi de la punchline, l'homme qui avait toujours le mot juste pour désamorcer une bombe ou ridiculiser un terroriste, est réduit au silence. Sa femme, Emma, devenue une porte-parole courageuse pour la sensibilisation à la DFT, parle aujourd'hui de bénédiction et de malédiction. La bénédiction de savoir enfin de quoi il souffre, de pouvoir mettre un nom sur ce mal qui a changé l'homme qu'elle aime. Et la malédiction de savoir qu'il n'y a pas d'issue, que chaque jour est un adieu progressif. Pour son 70e anniversaire, en mars 2025, des photos ont circulé. On le voit entouré de tout son clan. Il sourit. Il est physiquement là. Mais si vous regardez attentivement ses yeux, le regard est ailleurs. Il est doux, mais lointain. La fête n'est plus vraiment pour lui, car il ne comprend sans doute plus le concept d'anniversaire ou le passage du temps. La fête est pour eux. Elle est pour ceux qui restent. C'est une façon de se souvenir de lui, de l'aimer, de créer des souvenirs tant qu'il est encore physiquement présent. L'histoire de Bruce Willis est une tragédie grecque moderne. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu défier les dieux d'Hollywood avec Hudson Hawk et qui a été puni pendant 30 ans pour son audace. C'est l'histoire d'une industrie impitoyable, une machine sans âme, qui a continué à faire tourner les caméras et à imprimer les affiches alors même que son acteur principal ne savait plus où il était, ni qui il était. Mais nous ne devons pas laisser cette fin triste définir l'homme. Nous ne devons pas laisser l'image de Bruce Willis être celle de ses derniers films tournés en Géorgie avec une oreillette. Oubliez Apex. Oubliez Cosmic Sin. Oubliez les rumeurs. Souvenez-vous de lui courant pieds nus sur du verre brisé au Nakatomi Plaza pour sauver sa femme. Souvenez-vous de lui choisissant un katana dans une boutique de prêteurs sur gage pour sauver son ennemi. Souvenez-vous de lui murmurant « Je vois des gens qui sont morts » avec une douceur infinie. Souvenez-vous de l'étincelle malicieuse dans ses yeux bleus.
Bruce Willis a perdu ses mots, c'est vrai. C'est une injustice terrible. Mais il nous a laissé les siens pour l'éternité. Il nous a laissé des heures de courage, de rire et d'émotion. Il nous a laissé un héritage que ni la maladie, ni les producteurs véreux ne pourront jamais effacer. John McClane ne meurt jamais vraiment. Il est juste fatigué. Yip et Kiyei. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de ceux dont la voix s'éteint.